Bien retrouvé. Donc, après cette belle première présentation, on va continuer avec notre deuxième. Donc, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter Alaoui Lakhnati, qui est doctorant en archéologie à l'Institut d'art et d'archéologie du Mont Byzantin de la faculté des sciences historiques. Et il est membre du laboratoire archéologie et histoire ancienne Méditerranée et Europe, qu'on appelle plus couramment Archimède. Et aujourd'hui, il va nous présenter une présentation du titre Les représentations animées des mosaïques de l'Orient chrétien et leur pouvoir idolâtre du 4e au 8e siècle. Et j'ai hâte aussi d'écouter cette belle présentation, sûrement en archéologie. Et je vous donne la parole. Et bienvenue dans notre séminaire. Merci. Tout d'abord, merci à Monsieur Comité pour la présentation et l'invitation. Merci à Monsieur Leroux pour sa bienveillance rigoureuse. Donc, ça va être ma première communication à propos de ce sujet. Ça fait depuis mon mémoire que j'étudie ces représentations. Donc, c'est une première pour moi et je suis heureux de communiquer avec vous dans un séminaire interdisciplinaire. Ça me tient à cœur aussi. Donc voilà mon plan de bataille. Ambitieux, hein, mais je vais essayer de brosser ça le plus synthétiquement possible. Alors les deux premières parties, ça va être la synthèse de mon mémoire. J'ai travaillé essentiellement sur les représentations du travail manuel dans ces mosaïques proche-orientales du 4e ou 6e siècle. Leur ancrage dans la réalité sociale et environnementale, et leur pouvoir évocateur, hein, d'un langage au-delà du langage, donc symbolique et religieuse. Et la troisième partie va concerner plus précisément le début de mes recherches de thèse, donc qui va sur lequel je m'intéresse plus spécifiquement à toutes les représentations du vivant sur ces mosaïques, sur ces supports, donc essentiellement ce qu'on appelle les représentations anthropomorphes, zoomorphes et hybrides, et l'impact qu'a eu la crise iconoclaste et l'aniconisme musulman sur ce discours en images chrétien. Voilà. Pour fixer le cadre géographique, donc voilà, l'essentiel des pavements auxquels je m'intéresse et que je recense se trouve en Jordanie, en Palestine, en Israël, au Liban et en Syrie, avec une petite partie qui se trouve aux frontières de l'Arabie Saoudite. J'aurais pu pousser à la frontière, enfin dans la Turquie du Sud, mais pour des raisons d'historiographie et évidemment de temps, je n'ai pas pu m'aventurer. Ça fera peut-être l'objet d'un article ou d'un autre projet de recherche. Et voici la réalité administrative telle qu'elle était à l'époque. Donc au 6e siècle ici. Donc c'est la partie orientale de l'Empire romain. Ici, le diocèse d'Orient, donc toute cette partie à gauche, hein, avec toutes ces provinces civiles, ces subdivisions civiles en rouge. Donc moi j'étudie essentiellement toutes les subdivisions de Palestine, d'Arabie, de Phénicie et jusqu'en Euphratésie et en Osroène, hein, un peu plus au nord. Et juste en face, vous avez le pôle concurrent de l'époque, l'Empire sassanide, qui a été à la fois une source d'inspiration pour la constitution de ce discours en images chrétien, mais aussi une source de problèmes politiques pour l'Empire byzantin. Et entre ces deux ères, ces deux empires se faisant face, il y a le désert d'Arabie avec des peuples nomades, soit animistes ou christianisés, hein. L'empire romain d'Orient va utiliser certaines peuplades pour défendre ses frontières de l'Est. Je vais donc faire un petit passage technique sur ce que c'est la mosaïque en tant que support et en tant que technique de représentation.
C'est un support qui se matérialise d'abord sous la forme donc de pavements décorant l'intérieur d'édifices privés, donc essentiellement durant l'Antiquité gréco-romaine, dans les villas, mais aussi dans des édifices publics comme les temples ou les thermes. Donc c'est un art qui a toujours une place de choix dans l'ère géographique romaine et grecque, dans la tradition grecque aussi. En fait, le rôle de cette mosaïque est doublement pratique. D'abord, ce sont des surfaces qui étaient particulièrement solides et qui pouvaient être nettoyées très facilement, contrairement aux peintures se dégradant très rapidement avec le temps et qui perdaient très rapidement aussi la vivacité de leur couleur. Un aspect très important pour ces mosaïques et pour ce discours en images qui va se constituer. Ainsi, le but était que les décors puissent résister à l'usure du temps et d'usage aussi causé pour les mosaïques de pavement, donc c'est essentiellement celle qu'on va voir ici, par les piétinements des fidèles, d'autant plus lorsque l'on parle de lieux de circulation dans les villas, dans les thermes, dans les temples et les déambulatoires des églises. Il y a aussi leur corollaire, les mosaïques murales, qui étaient spécifiquement pensées cette fois pour résister à l'eau, à l'humidité en général. Quand on parle des thermes, ça paraît évident, mais aussi dans les villas où il y avait ces fontaines intérieures qu'on appelait les nymphées. Donc sur les deux types, l'élément l'eau provoquait une surbrillance des tesselles. L'effet de polychromie maximale recherché était au final garanti par cet élément qui était à la base destructeur pour les peintures. Donc là, il y a un retournement. Ça permettait d'embellir en fait ces mosaïques et d'avoir un rendu mystique avec des couleurs très vives dans de petits espaces qui contribua sans doute à donner à ce support aussi sa popularité pour la décoration des églises byzantines à partir du IVe siècle. Donc d'un point de vue strictement ornemental, l'autre avantage avec l'utilisation de ces petits cubes de tesselle, qui pouvaient être de la céramique, qui pouvaient aussi être des pierres diverses et variées en fonction des régions, ou de la pâte de verre, c'est qu'il permettait aux décorations de prendre de l'importance dans l'architecture. Voilà, donc si les Grecs ne cherchaient pas, eux, à structurer leur décor dans l'architecture, les Romains, eux, avaient cette tendance à hiérarchiser les motifs, à élaborer de grandes compositions très pensées, très théorisées. Et c'est ce qui va préfigurer, en fait, cette mode va préfigurer l'art byzantin de ces mosaïques. Donc quelque chose de très, très, très codifié, en fait. Et on va retrouver ces pavements dans les coupoles des premiers édifices impériaux, notamment à Constantinople, au IVe siècle, et dans les arcs donc au plafond. Ça, c'est une nouveauté, des mosaïques au plafond. Cette technique est donc principalement utilisée sur les murs et les plafonds, dans le cadre de ces grands programmes iconographiques impériaux au départ, illustrant donc cette expansion du christianisme puis son avènement qui survient en 392 quand le christianisme devient religion d'État. Mais ici, ce sont les mosaïques de sol que nous allons majoritairement retrouver dans les premières églises byzantines en milieu rural, en Orient. Donc des fondations ecclésiales beaucoup plus modestes, donc des mosaïques de sol. Pourquoi essentiellement des mosaïques de sol? Tout simplement parce que les vestiges font qu'on va essentiellement retrouver le sol, les surfaces d'occupation, et non des élévations. On a souvent des bâtiments à raser. Donc ces larges trottoirs en mosaïque, ce qu'on appelle les trottoirs, sont donc composés de plusieurs strates, de plusieurs couches. C'est un millefeuille très solide. Là, ce que vous voyez là, c'est un plan théorique fait à partir de textes et aussi de vestiges archéologiques. On va trouver, donc, ça c'est le plan type, ce qu'on appelle le statumen, donc le radier de pierre à la base qui va être percuté, aplani,
sur un sol lui aussi aplani. Ensuite, on va avoir une couche qu'on appelle le rudus, faite de petits cailloux ronds, tassés, compactés et recouverts de mortier, un mortier de cendre et de chaux. Ensuite, on a une couche à peu près semblable, encore plus petite, qu'on appelle le nucléus, donc un noyau qui consolide encore plus cette structure, qui fait environ 5 à 10 cm. Puis cette couche de chaux, de mortier de chaux humide, qu'on va poser en fonction de là où le mosaïste va commencer, parce que c'est une couche qui sèche très rapidement, et c'est là qu'on va incruster ces tesselles. Voilà, à partir des tracés du mosaïste, qui va tracer des patrons de figures à partir de sa spatule ou d'éléments colorés, de la poudre colorée qui va diffuser sur les sols. Voilà des éléments de fouilles. Donc ça, c'est plus des fouilles théoriques, hein, c'est des modèles théoriques, c'est des plans de coupe. Donc au-dessus, vous avez quelque chose qui correspond au modèle théorique, donc d'une mosaïque plus riche, d'une église plus riche, qui a plus de dotation publique. Et en bas, vous avez une église plus modeste, donc avec uniquement trois couches. Un peu abîmé là, d'ailleurs, vous voyez. Et c'est essentiellement ce genre de plan qu'on va retrouver dans les églises orientales, les premières églises byzantines. Quelque chose de plus modeste. Donc, il s'agit aussi de situer ces mosaïques dans leur environnement social et culturel. Car si les édifices privés, dans un premier temps, des villas ou catacombes, permettent une liberté d'expression assez large, pour un art paléo-chrétien naissant, qui va laisser place à la fantaisie, à la réinterprétation, à l'expérimentation aussi pendant quelques siècles. Les monuments religieux, particulièrement de commande impériale, dont je vous parlais avant, dépendent bien plus d'une culture dominante, donc qui va s'établir progressivement. Les limites en sont alors les normes stylistiques et thématiques régissant leur époque. Au sein de ces édifices, donc la redite, vous allez le voir après, et la monotonie sont courantes. Et lorsque les œuvres diffèrent du canon en vigueur, cela ne peut s'expliquer par un simple phénomène de mode. Là, on va avoir des variantes locales qui vont se mettre en place. C'est pas une simple réaction à l'idéologie, donc des variantes locales qui vont se mettre en place à partir d'expérimentations régionales. Donc ces œuvres vont être le reflet d'un ensemble politique large, qui est l'Empire romain puis byzantin, mais aussi l'image d'une réalité territoriale plus restreinte à l'échelle de la région, de la province, voire de la localité. Donc, très rapidement, parce que c'est pas le cœur du sujet, mais quand même, d'un point de vue, d'une manière générale, on a trois foyers historiques de la constitution de cet art. On a le premier foyer qui est les ateliers italiens de Rome et d'Ostie, dont l'apogée survient au IIe siècle. Et donc cette école, qui va manier les thèmes classiques, géométriques, va privilégier les figures noires sur fond blanc, avec des créations très contrastées. Ensuite, on aura l'atelier d'Afrique du Nord qui aura un énorme impact sur la tradition orientale. Là, vous en avez un exemple aristocratique, avec quelque chose qui va se rapprocher du style illusionniste grec, des effets de perspective parfois marqués, et des couleurs assez vives, assez chaudes. Ici, vous avez un exemple typique avec d'abord une grande case qui montre la figure d'Orphée nommant les animaux, et qui va surplomber des thèmes nilotiques, des thèmes de chasse, des thèmes de récolte, bref, des thèmes de la vie des champs, de la vie quotidienne, surplombés par cette figure mystique, mythologique. Voilà, donc ça c'est des choses des thèmes typiques de cette école africaine, et qu'on va retrouver dans les premières mosaïques orientales. Et on a dans la partie de l'Orient l'école orientale, donc qui privilégie un rendu proche de la peinture. Voilà ici encore un exemple qui vient de Tunisie, d'une mosaïque
aristocratique, donc avec encore une fois c'est d'un grand domaine, un latifundium, hein, un grand domaine agricole où on aura les scènes de la vie des champs de ce domaine, hein, du pressage à la récolte, etc. Et ici un exemple de mosaïque de l'école orientale, donc quelque chose qui va se rapprocher, enfin il y aura une tendance à se rapprocher de la peinture, avec des couleurs encore plus chaudes et un style arc-en-ciel qui est constitutif de cette école, c'est-à-dire ce que vous voyez là, hein, les dégradés en frise. Ça c'est comme ça, c'est typiquement oriental. Donc c'est au début du 5e siècle que les grandes tendances de cet art vont se cristalliser dans les provinces orientales, hein. Il y a des compositions qui vont opérer une mutation rapide avec la mise en place de motifs géométriques classiques, déjà cités à travers le style arc-en-ciel, ces zigzags colorés, des quadrillages diagonaux, orthogonaux, des lignes de fleurettes, des boutons de rose, des choses très fleuries, très végétales, qui vont arriver un peu plus tard au 5e siècle, et qui vont participer à l'allégorie du printemps, du monde renaissant dans les basiliques chrétiennes. Donc c'est en somme une redécouverte, une réappropriation de l'héritage antique par les chrétiens, avec une tradition externe qui semble avoir été à l'œuvre, c'est celle de l'empire perse voisin dont je vous avais parlé avant, avec là un apport de thèmes en fait, non pas nouveaux, mais semblables, et des thèmes qui vont être réanimés en fait, et des positions aussi spécifiques. Donc on aura les thèmes des héros chasseurs, on aura des rosaces, des fleurettes, des quadrillages, des éléments plus géométriques, et aussi des motifs plus spécifiques comme des béliers à cornes divergentes, hybrides, les ailes déployées, ou des animaux enrubannés comme le lion passant enrubanné, hein. De cet élément, il faut surtout retenir la posture. Donc vraiment en extension, là vous voyez toutes ces figures animales avec des héros chasseurs, parfois nommés, au centre une figure allégorique, et ces figures animales, hein, en extension, là on ressent l'influence sassanide. Voilà ce qu'on appelle le galop volant. Donc il y a non seulement cet apport, mais il y a aussi un réemploi de la mythologie, avec les héros chasseurs, je vous en ai parlé, le réemploi d'Orphée, etc., parfois sous d'autres formes. Voilà encore ici une mosaïque qui provient du palais du gouverneur à Apamée. Donc là on est vraiment dans un cadre déjà christianisé, mais encore très marqué par cette influence antique et cette influence perse, donc influence croisée, hein. Voilà. Bon, donc il y a là un besoin de représentation du sensible, hérité de l'Antiquité. On le voit à travers ces pavements, des motifs importés donc, qui viennent enrichir, réanimer la figuration gréco-romaine classique, favorisant des résurgences. On a un riche répertoire qui s'est constitué donc après la période du IVe siècle et qui va se fixer. Ici, on a l'exemple typique de Huarte, donc c'est un grand complexe de pèlerinage, où on a ces cohortes d'animaux dans les bas-côtés, encore en style libre, qui se suivent, qui peuvent rappeler la symbolique du sacrifice des martyrs, hein, dans un contexte où le culte des martyrs prend essor. On a aussi au milieu la figure d'un Adam trônant, là vous le devinez, tout en haut dans la nef principale, autour d'animaux, qui est une variation en fait du thème d'Orphée, qui est la figure mythologique qui va nommer les animaux. Donc là on a un Adam qui est dans la même position, mais voilà, donc on a une sémantique différente. Et au-dessus dans la nef on a d'autres motifs qu'on verra plus tard.
Donc, il est important de comprendre que la loi inévitable, qu'il y a une loi inévitable, que c'est la quantité qui crée la base de la naissance de nouvelles qualités. Donc, tout ça pour illustrer la phase d'expérimentation qui a été nécessaire à la constitution de ce discours en images. Ici, vous en avez un exemple qui vient de Palestine, où on a cette volonté de conquérir le vide, de marquer une présence, hein, tout comme les églises doivent marquer le paysage, doivent marquer, changer la perception de l'homme et de son environnement. Là, dans un espace plus restreint, ces mosaïques doivent changer la perception de l'homme. D'autant plus que là, on a les représentations du travail qui vont être au cœur de l'édifice. Donc l'homme, comme sujet pensant, advient à travers ce discours en image, donc la chrétienté comme base de la structure du sujet pensant moderne, en fait. Déjà. Donc s'il y a bien une dimension à ne pas oublier, au-delà de toutes ces caractéristiques matérielles et stylistiques que j'ai énumérées là, c'est que les mosaïques sont à la fois des outils, donc marqueurs de leur environnement et de l'intention sociale des acteurs, des supports, donc des mythes et des valeurs, donc par la trame continue de matière qu'elles constituent, et qui laisse voguer tout ce monde des représentations et des signes que j'ai étudiés, et des écrans, donc des psychés, du statut et de la distinction sociale qu'on verra plus tard à travers la représentation de commerçants. Voilà, ce qui est unique, ce qui est une vraie rupture avec l'Antiquité. Donc elles permettent, ces images, de suivre en images donc les mythes changeant avec le temps. Ce sont des outils de transformation réellement, ou en tout cas elles ont vocation à l'être. Et donc de découvrir certains mécanismes de la pensée symbolique chrétienne dans une période de structuration. Donc on a un besoin vraiment impérieux de représenter son environnement, qui est une caractéristique de ce monde particulièrement marqué dans ce monde méditerranéen. Il s'agit par là non seulement de fixer sur des parois pour mieux le contrôler le réel, mais aussi d'en dévoiler une dimension au-delà du sensible, hein, immédiatement perceptible. Le signe, le motif sont ici à la fois perception et pensée mouvante. Donc j'aime beaucoup cette citation de Asger Jorn, qui est un peintre, un peintre du Nord, hein, du XXe siècle, et qui résume bien ce que c'est à la fois une société mouvante en pleine évolution et la transformation par le style. C'est-à-dire que l'évolution du style est un indicateur de l'évolution sociale et symbolique des sociétés. Et on en arrive à ce qui était le cœur de mon mémoire, donc le discours en images, donc à la conquête d'un nouveau dialogue entre naturalisme et surréalisme. Donc, comme point de départ de cette question du réalisme des images, on peut partir d'une phrase de Brecht qui met en évidence qu'on ne peut pas décider si une œuvre est réaliste ou non en vérifiant seulement si elle ressemble ou non à des œuvres existantes. En bref, dans chaque cas particulier, il faut comparer la peinture de la vie, non pas simplement avec une autre peinture, mais avec la vie elle-même. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça résume exactement le sens de l'étude ethnographique et des structures archéologiques que j'ai utilisées dans mon mémoire, dans le cadre d'une approche comparative entre l'iconographie et les vestiges, donc les vestiges matériels et les exemples ethnologiques qu'on peut retrouver en Afrique. Moi, j'ai pris des exemples de Kabylie. Donc, on a l'exemple de la grande colonnade d'Apamée. Donc, c'est une grande allée marchande au cœur de la ville, avec tout un tas d'échoppes. Une allée couverte qui était pavée sur 100 mètres de long. Et qui mettait en scène des éléments dans un style tout à fait libre, des éléments schématique, mais très technique. En fait, là vous avez un exemple de roue à eau, donc c'est une... là, vous voyez aussi
des canaux d'irrigation pour les cultures, donc quelque chose qui traduit vraiment une réalité, la réalité agricole, et qui, par rapport à, voilà, encore une fois, l'exemple d'une roue à eau encore en activité au début du XXe siècle, est très proche, très fidèle en fait. C'est en Syrie, ouais. Et là encore, voilà, donc on a la représentation à droite sur une mosaïque de Jordanie de 2 fouleurs de part et d'autre d'un pressoir à vis, et en bas l'amoncellement de raisins. Voilà, donc c'est vraiment une figure centrale dans cette mosaïque. Et à côté, voilà l'exemple, là encore très ressemblant. Donc on a quelque chose d'assez fidèle, d'assez descriptif, mais aussi quelque chose de symbolique, hein, parce que on le verra après, mais ces éléments sont incorporés dans une composition plus large qui prend son sens dans une cosmologie en pavement qu'on verra un peu plus loin. Mais là donc on a en tout cas quelque chose aussi de symbolique, parce que là il y a 2 étapes de la transformation du raisin en vin qui sont condensées en une image, c'est-à-dire le foulage et le pressage. Là, un autre exemple, avec un exemple à droite encore plus réaliste, parce que là, on a 2 cuves, les 2 cuves qu'on retrouve sur les sites archéologiques de la transformation du vin, et encore ce pressoir à vis. Et là, bon, évidemment, des ouvriers heureux de travailler, qui font de la musique en même temps, donc ça, c'est propre au discours chrétien du travail, c'est vraiment le bonheur de travailler, une manière de mettre en avant le labeur physique. Et de boire, oui, par la même, ouais. Un exemple de cuve de pressage maçonné, donc, qu'on a retrouvé à Ankara, en Anatolie, donc, la région centrale de Turquie. Donc, il y a là, à travers ces images, la mise en exergue d'un renversement de valeurs essentielles, et c'est ce que j'ai voulu montrer à travers mon mémoire, c'est que l'artisan artisan et commerçant étaient discrédités par une certaine frange de l'élite durant l'Antiquité romaine et grecque, puisque l'on privilégiait la contemplation. Donc c'était le travail au profit de la contemplation. L'homme était celui qui s'occupait des affaires de la cité, donc c'était l'homme libre. De fait, dans la plupart des mosaïques, le discours du travail semble être central, voilà, dans ces mosaïques chrétiennes, une manière de valoriser le labeur physique, qui était très déprécié durant l'Antiquité, et particulièrement le travail paysan. Hein, il y a 2 pères de l'Église, 2 pères fondateurs, Chrysostome et Libanus, 2 évêques, qui considéraient que le labeur physique était la clé de voûte de la société. Et c'était un travail qui permettait d'atteindre le salut de l'âme, évidemment. On a aussi une particularité, c'est les donations des fidèles collectifs ou individuels. Il y a aussi des dons collectifs pour les fidèles les plus pauvres, que nous avons pu observer à travers certains pavements d'église. Donc et là aussi, il y a un retournement, en fait, on va, dans le cadre de la transformation du concept antique de générosité, vers la charité, en fait. Ça va être illustré par ça, qu'elle soit publique ou privée. Là, on a par exemple une scène d'un donateur, un caravanier, hein, qui est nommé, il s'appelle Orbicone. Ça, c'est une mosaïque de Palestine, donc d'un entrecolonnement. Donc le producteur avec son outil de travail, hein, le dromadaire chargé des amphores d'huile et de vin. Là encore une autre représentation d'un donateur nommé, cette fois un mulier, et son attelage que vous voyez pas là, mais voilà, et qui conclut toute une cohorte d'animaux. Donc toujours inséré dans un discours plus vaste qui dépasse l'homme.
Et là encore, dans une mosaïque de pavement d'un monastère reculé de Syrie, dans les marges de la Syrie, encore tout en haut de la représentation, un commerçant, un caravanier, nommé avec sa corde dromadaire chargée d'amphores. Donc là, on a les complexes monastiques, en fait, qui sont devenus de véritables pôles de mise en valeur de ce discours et des terrains cultes, autour desquels s'est formé un rapport original au travail. Donc c'est vraiment des monastères qui sont le fer de lance de cette mise en valeur du travail. Donc par l'exploitation de la terre, et c'est des centres, hein, ce qu'on peut appeler les premières usines, parce qu'il y a des innovations technologiques, hein, dans ces laboratoires qui sont mis en place, les premières usines avec une redynamisation de l'arrière-pays grâce à ces monastères. Donc ces œuvres de mon inventaire véhiculent plus que des idées spirituelles. Elle semble aller dans le sens de ce qu'a mis en évidence un chercheur que j'aime beaucoup qui s'appelle Pat Lajan sur l'utilité du christianisme comme force régulatrice à une époque de crise économique en fait, avec l'apport de valeurs novatrices qui a permis de redynamiser un tissu économique. On a donc des scènes de travail de la vie des champs qui sont représentées et qui dégagent une harmonie, hein, sur ces grands pavements. Je vous ai montré ces pavements isolés en général de commerçants, mais on a surtout les communautés villageoises qui sont représentées sur ces pavements encadrés de rinceaux de vigne, parfois d'acanthes, ou rythmés par des arbres, et qui dégagent une harmonie, une unité, faisant écho aux prêches des fidèles de Jésus. Donc pour Chrysostome, là aussi encore un archevêque, un père de l'Église, le travail est vertueux, il fait partie de l'ordre des choses et rend l'homme solidaire. Donc on a l'attitude de l'humble qui est représentée là, donc le geste idéal à suivre en communauté, et donc c'est à la fois un idéal et une réalité concrète, hein, la vie villageoise qui est représentée là. Donc là, pour illustrer ça, j'aime bien aussi cette citation qui est très, très parlante. Le pouvoir qui peut habiter les images réside manifestement dans leur capacité à donner accès à quelque chose qui est mort ou ailleurs, un souverain puissant, un contenu religieux, quelque chose d'invisible, qui n'a ni corps ni visage, ou bien quelque chose d'imaginé, de rêvé. Ainsi, la grande tendance de l'art antique, hein, est de représenter le réel d'une manière naturaliste, souvent fidèle et descriptive, y compris le réel mythologique. L'art des mosaïques proto-byzantines va développer un langage extrêmement codifié, va en fait être la continuité et la rupture de son langage antique. Donc c'est une ambivalence comme ça, une contradiction constitutive, non seulement par les symboles isolés ou les compositions structurantes qu'on a vues avant, avec des thèmes dont le sujet est toujours l'œuvre de Dieu, c'est la création qui est représentée à travers ces rinceaux, ces arbres, mais également et surtout en mettant l'homme au centre de la création. Toujours cette figure de l'humble travailleur qui est au centre de ces mosaïques, au centre du bâtiment, parce que le pavement va former dans beaucoup d'édifices la représentation théologique du monde, la cosmologie chrétienne. On a donc là c'était la conclusion principale de mon mémoire, cette cosmologie qui va se mettre en place dans le cadre de l'architecture des églises, donc avec une dialectique étroite entre l'impact sur le corps social et le corps individuel, dans un double jeu allant de la hiérarchisation de l'espace, dans l'architecture du bâtiment, aux valeurs normatives véhiculées par la figuration qu'on a déjà un peu vu. Voilà l'exemple d'un plan d'une église structurée vraiment par ces pavements de mosaïque,
Donc on a des compositions qui forment une géographie humaine, un ordre cosmologique. Au début, dans la nef centrale, la nef la plus large au milieu, on a cette représentation de la vie communautaire de la récolte. Sur les côtés, on a les deux longues nefs qui représentent le règne animal, avec ces figures affrontées de part et d'autre. Et au milieu de ces figures, des allégories, des mois, des vents, des saisons, qui rythment la vie terrestre, donc pour les paysans. Là encore, un exemple avec des décors plus ornementatifs sur les bas-côtés, mais toujours l'horizon transcendantal du cœur, donc la partie la plus haute, avec la figure affrontée, deux figures affrontées de moutons, qui représentent le peuple de Dieu affronté à un arbre, l'arbre de vie de la Renaissance. Quelque chose qui est réinterprété par les chrétiens. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'horizon, et il faut vous imaginer que c'était des églises en élévation quand même, donc sur les murs il y avait aussi des mosaïques qui représentaient plutôt l'ordre divin, donc avec des icônes religieuses de saints, même parfois de Jésus, ce qui est encore assez rare à cette époque, mais on a quelques exemples. On a donc, au-delà du sens profond que revêt indépendamment le motif du rinceau peuplé, c'est un motif important, donc je prends juste un petit paragraphe pour expliquer ça, c'est important, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. On remarque qu'il prend toute sa force, non pas individuellement, mais par sa place centrale dans l'architecture, comme on l'a vu avant, ce type de pavement met en scène donc le monde terrestre et toutes ses activités, idéalisées évidemment, et donc il peut être accompagné aussi d'allégories des saisons, etc. Et nous en venons au concept de vénération et d'idolâtrie, et aux crises de l'Empire byzantin et à la crise de la représentation du monde matériel et divin. Donc on a une tradition antique qui est réinterprétée par des thèmes bucoliques aux détails naturalistes, mais de plus en plus dépouillés, au service de vastes programmes architecturaux, avec une hiérarchisation spatiale. Et on note, plus marginalement, des représentations de bergers, qui sont l'illustration aussi l'allégorie de Jésus, des représentations du monde artisanal aussi, qui sont très rares, qu'on retrouve essentiellement en milieu aristocratique. Ici, un commerçant et à gauche et à droite des bouchers. Mais en fait, dans le cadre de cette nouvelle vision du monde, il faut aussi voir la figuration comme un support et un rappel des enseignements reçus par les fidèles, par les prêches, et pas seulement des enseignements liturgiques ou didactiques, lorsque l'image se rapporte à des rites et aux principes religieux, mais aussi également historiques et légendaires, avec des récits bibliques, et tout autant qu'économiques et sociaux, quand l'image suggère le bon geste à suivre, l'attitude modèle. On a la construction d'une histoire, en fait, l'histoire des producteurs pour la première fois visible, avec des producteurs nommés, cette fois reconnus pour leur savoir-faire, mais aussi qui sont transcendés par un discours, le discours du salut. Donc on a ce dernier aspect donc social qui est essentiel pour comprendre l'impact du christianisme sur la structure, cette structure encore antique de la société, avec le geste du bon. On a par exemple Isidore de Séville qui pointe du doigt, encore un père de l'Église, le fait que les deux questions que se posent les êtres humains, c'est pourquoi vivons-nous ? Vivre et mourir, donc à travers l'ordre symbolique, les mythes religieux, le spirituel, les grands rites, les grandes croyances, et comment vivre, donc l'aspect rationnel de la vie, comment conduire sa vie, une certaine normativité, et c'est ce que le christianisme va lier, en fait, les deux discours, le christianisme va le lier à travers ce discours en image,
par un discours symbolique, hein, où le labeur terrestre est la continuité qui va perfectionner l'œuvre de Dieu. Et l'un des piliers de cette nouvelle perspective se situe dans les monastères. Donc dans ce cadre, cette figuration a aussi une dimension propagandiste en tant qu'elle s'oppose aux valeurs antiques et prône un nouveau modèle qui est censé de plus en plus combattre le modèle païen dans un élan expansionniste, hein. Il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Il y a une nature revendicative et sociale donc de l'image dans l'optique eschatologique, donc l'inscription dans l'idéal du salut, ou de mémoria, donc cette inscription dans l'histoire en fait, dans l'histoire humaine, lorsqu'il y a construction d'un récit, que ce soit des fondateurs ou des donateurs. On a donc des exemples vivants transcendés par un discours. Bon, on a aussi c'est une période où on a des traces écrites qui nous aident à interpréter aussi ces mosaïques. Donc c'est des mosaïques qui à un moment donné vont être très théorisées, très pensées, à partir de grands récits d'évêques ou de pères fondateurs. Donc la peinture est un livre parlant, ce que la parole présente à l'oreille, la peinture muette le montre par imitation, hein, c'est assez parlant. Et on a aussi plus tard au VIe siècle un pape Grégoire Ier qui va plaider pour cette démarche pour pallier à l'illettrisme de nombreux fidèles. Donc là c'est vraiment la valeur de l'enseignement par l'image, hein. Voilà pour résumer à trois siècles d'intervalle, un Cicéron qui disait que chaque cité a sa religion, nous avons là l'autre, et un Paul au IVe siècle qui va dire qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, tous les hommes sont unis dans le Christ. C'est aussi un discours normatif et expansionniste qui est prôné par une église de plus en plus structurée hiérarchiquement. Il faut imaginer qu'il y avait aussi au début des cultes, des syncrétismes, hein, qui s'opéraient dans les localités avec des juifs qui allaient prier avec des chrétiens, et des samaritains aussi, etc. Donc il n'y avait pas forcément opposition. Il va y avoir une volonté du pouvoir politique de séparer les communautés. On a ensuite cette crainte réanimée de l'animé, qui va s'installer dans une période de crise pour l'Empire byzantin, et qui va remettre en cause, hein, la méthode employée pour adorer Dieu, qui est celle de l'analogie. C'est un fondement sémantique qui marque la séparation entre le culte païen et chrétien. Donc c'est quelque chose qui va être remis en cause. Rapidement, on a une sculpture en ronde-bosse en 3 dimensions, hein, les grandes statues grecques, tout ça va être interdit au IVe siècle, tout simplement parce que pour les premiers chrétiens, ce sont ces statues qui sont le vecteur du réflexe idolâtre. Elles ont des traits très naturalistes, qui semblent presque vivantes. Et pour beaucoup de contemporains, donc, il faut briser ces images, et établir une rupture stricte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc remplacer ces statues par ces images aplaties, donc ces images mosaïquées, qu'on peut fouler, qu'on peut piétiner et qu'on ne peut pas saisir. Et elles font moins peur aussi parce qu'elles ne prennent pas leur sens individuellement, elles prennent leur sens dans une cohérence d'ensemble, donc une cohérence architecturale et de composition. Mais à partir en fait du début du 7e siècle, il y a une situation politique, hein, qui sera la source d'un retournement sémantique radical, allant à l'encontre d'un monde des images mis en place par l'Église. Donc là, la réaction va plutôt être soutenue par le pouvoir impérial et une frange de l'Église qui vont justifier les déboires de l'Empire, en fait, hein, que ce soit par la peste, les séismes qui vont ravager la région, ou la pression des invasions, l'invasion perse, l'invasion musulmane un peu plus tard,
ou des barbares des Balkans, hein, comme ils les appelaient. On va justifier ça par un trop plein de vivants dans ces représentations. Donc comme une punition divine. À ce moment-là, on va parfois intentionnellement confondre vénération et idolâtrie. Or bon, on l'a vu, la vénération est quelque chose d'indirect, hein, lorsque l'on prie devant des images. C'est pour nous rappeler que nous montons devant la prière vers le royaume des cieux. C'est le lien portatif, hein, qui nous lie aux divinités, mais c'est pas les images en elles-mêmes qui sont louées. C'est donc là, tout comme la statuaire en ronde-bosse qui a été interdite au IVe siècle, au début du IVe siècle, au 7e siècle, et surtout au début du 8e siècle, c'est de la vitalité des lignes et des couleurs dont il est question, et qui excite tant la crainte d'un retour à ce réflexe idolâtre, dans une période de ralentissement à tous les points de vue. Donc il y a cette citation encore de Asger-Jorn que j'aime beaucoup et qui est assez qui condense cette idée, avec des végétaux qui sont en fait épargnés, hein, parce que les végétaux ont une fonction allégorique dans tout ça. Le vivant, c'est vraiment ce qui a une conscience. Donc tout ce qui est objet de suspicion est systématiquement détruit, en fait, en tout cas en théorie. En Orient, c'est un peu spécial, on connaît une forme indépendante de ce qui se passe dans le reste de l'Empire byzantin, en Grèce et dans les Balkans. Déjà la crise iconoclaste, moi je suis même pas d'accord pour parler de crise iconoclaste, hein. Il y a juste des influences qui sont un peu différentes pour moi, mais en tout cas ça commence un peu plus tôt. Il y a des transformations comme ça, des remaniements un peu plus tôt, et c'est ces remaniements que j'étudie dans ma thèse. En fait, je fais un recensement pour voir si on peut, j'essaie de constituer des cartes pour voir s'il y a des zones plus ou moins épargnées par ces remaniements. Et là, il y a essentiellement deux types de remaniements, c'est-à-dire les oblitérations et les substitutions. Les substitutions, ce sont le remplacement de ces motifs figurés par des plages de couleurs abstraites, par du plâtre, par des motifs, même des reconstitutions de motifs, mais inanimés, donc des végétaux, des chrismes, enfin des symboles, tout ce qui n'est pas vivant en tout cas, ou des oblitérations. Là c'est la destruction pure et simple de ces images, toujours très soignées, mais des destructions, avec aucun remplacement. Là vous avez un exemple de substitution, donc on a juste remonté les tesselles pour en faire une plage abstraite. Donc là encore un exemple avec des oblitérations, cette fois, sur absolument toute la surface du pavement. Et on va juste noter des particularités, c'est-à-dire que c'est les pavements des nefs donc, qui concernent les fidèles qui vont être touchés, mais on a dans les parties les plus sacrées, en fait, des figures qui vont être préservées. Donc il y a quand même un espace sacré préservé, et ça donne une indication. C'est une première hypothèse, c'est que c'est les communautés chrétiennes elles-mêmes qui vont procéder à ces modifications, et non pas, il y avait certaines hypothèses qui disaient que c'est notamment chez certains chercheurs israéliens, que en fait c'est la vague, c'est avec la vague de conquête musulmane que ces oblitérations vont arriver. Donc ce seraient les musulmans qui seraient le moteur de ces destructions. Donc on a on a cette hypothèse, mais qui a été mis à mal. Et on a une deuxième hypothèse qui serait un entre-deux, en fait. C'est-à-dire que y a une vague d'arabisation aussi, hein, donc une culture qui va imprégner cette société. Et un calife, ce qu'on appelle le calife de Yazid en 721. Juste pour rappeler rapidement, hein, l'invasion, elle commence en 630. Il y a un califat qu'on appelle Omeyyade qui se met en place en 650, qui dure jusqu'en 750. Et là, c'est une véritable ère
de transition avec une arabisation, mais aussi une persistance des communautés chrétiennes. Il y a une tolérance, il y a des communautés qui vont vivre ensemble, et même un phénomène des musulmans qui vont se réapproprier les églises, enfin qui vont prier avec les chrétiens en fait, dans la même salle, et bon, qui sont opposés aux images, à la représentation animée dans les lieux de culte, mais ce qu'ils vont faire, tout simplement, on a des traces écrites, c'est qu'ils vont poser des draps sur toute la surface des pavements pour pas avoir en vue ces représentations. Donc il y a des stratégies non destructives qui sont mises en place. Et d'ailleurs, cet édit du calife Yazid n'a pas été systématiquement suivi. C'est plus un édit théologique en fait, pour combattre à l'échelle théologique, d'un point de vue théologique, la figuration. Donc un dogme. Et on a moi mon hypothèse de travail, c'est que ces communautés chrétiennes, non seulement elles sont divisées par des crises iconoclastes, donc des crises d'interprétation des livres saints. Donc il y aura des iconodoules opposés aux iconoclastes, mais surtout dans cette région d'Orient, il y aura une tradition aniconique musulmane qui va petit à petit encourager ces communautés chrétiennes à toujours dans le respect du lieu de culte, mais à procéder à ces remplacements. Ici encore un exemple avec cette fois une scène biblique qui va être effacée à l'aide de plâtre. Là voilà, on a à droite c'était Moïse, à gauche on a Daniel et ses compagnons, et ils sont tous nommés, mais ils ont tous été effacés. Oui, ouais, je suis à la conclusion. Merci. Donc, le rôle de l'artiste, conscient ou non, sa fonction, au sens organique du terme, est bien de transformer l'homme et la société, encore ce nordique qui m'appuie, et qui condense bien l'idée que j'ai envie de mettre en valeur. Donc les pavements des églises ont un impact sur les corps et les attitudes des fidèles, puisque dès lors qu'ils entrent dans l'édifice, ils sont intégrés à une cosmologie les dépassant. Cela a pour effet de transformer le corps social, politique et humain. De là, en fait, la crise iconoclaste, ou en tout cas les tendances aniconiques qui traversent cette société byzantine, est compréhensible. C'est en fait ça la peur de l'idolâtrie, c'est dans cette ère géographique et chronologique, en tout cas, c'est la perversion du sacré par l'humain, prenant trop de place. Car on l'a vu, donc dans cette cosmologie, l'homme est toujours, même s'il est toujours soumis à un horizon transcendant, le cadre de Dieu, la création de Dieu, dont il peut s'échapper, dont il est constitutif, il n'en est pas moins au cœur de l'ouvrage par sa place et son rôle dans le discours et l'architecture. Donc bon, le vivant fut et demeure un enjeu central pour les monothéismes. C'est d'ailleurs une tendance de démarcation avec l'art païen. Il est tantôt utilisé, tantôt déprécié, on l'a vu ici avec ce retournement. C'est les images qui vont distinguer les diverses cultures ou époques dans cette région, avec un empire sassanide qui va utiliser beaucoup d'images figurées, un empire chrétien aussi, et un empire musulman, un calife musulman qui va aussi, pour se démarquer de pôles concurrents, rejeter ces figurations, et les juifs qui sont un peu dans un entre-deux, ils savent pas trop quoi faire, et ils vont essayer de s'adapter. Voilà, donc on a des pouvoirs, les pouvoirs et les sociétés. Donc on a, oui, ces images qui sont vecteurs de pouvoir pour les sociétés et de prise sur le réel, et qui donc traduisent des modes d'organisation sociale et politique, et des systèmes de croyances qui sont très contrastés, mais aussi des moments de crise des représentations et de la représentation d'un monde.
Voilà, bon, ben, on pourra continuer avec les questions. Je vous remercie. Bon, bonsoir, Luc Duffuseau, étudiant en Master 2 d'ethnologie. Merci déjà pour votre conférence, très intéressante. Moi-même, c'est des sujets qui m'ont un peu intéressé dans un mémoire de licence 3. En fait, j'ai plusieurs questions à poser. La première, c'est, vous parlez beaucoup de groupes chrétiens. Est-ce que vous pourriez les caractériser selon, je ne sais pas si vous avez pu voir ça, mais entre le donatisme, l'Église catholique plus classique, la crise qui pouvait exister. Parce que j'ai aussi vu à un moment donné qu'il y avait cette notion de martyr qui était en jeu dans les représentations. Et je sais que c'est quelque chose qui est assez présent justement dans cette crise donatiste, avec le Conseil de Chalcédoine qui avait à peu près lieu aussi dans cette partie de l'Empire byzantin à Carthage, et qui voulait justement rompre avec déjà un pouvoir trop important, une richesse trop importante que pouvaient s'accaparer les évêques catholiques. Et je voulais savoir si justement les mosaïques n'étaient pas liées à des propriétaires qui détenaient une certaine richesse et qui donc, quelque part, pourraient peut-être manifester une opposition à cette revendication donatiste schismatique. Oui. Ça, c'est la première chose, et je vous laisse répondre peut-être déjà. Ouais, c'est déjà une... en fait, là, tu as résumé la problématique de ma thèse. Donc, c'est quelque chose... c'est quelque chose de très compliqué de dégager toutes ces tendances, en fait, au sein du christianisme, parce que c'est loin d'être homogène, surtout à cette époque. On a effectivement les églises de Chalcédoine, on a la rupture avec les églises orientales aussi, hein, les églises syriaques, mais cette opposition à l'image, c'est pas si binaire en fait. Il va pas y avoir les Chalcédoniens qui vont être iconoclastes et de l'autre côté l'église orientale iconodoule. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. C'est aussi des situations locales. Il y a plusieurs types de propriétaires. Il y a les monastères, parce que pour ça, les mosaïques, c'est des appareils très coûteux, très riches à mettre en place. Et contrairement à les mosaïques aristocratiques qu'on a vues au début durant l'Antiquité, là c'est des communautés qui se fédèrent pour pouvoir payer en fait ces pavements. Donc en tout cas dans les communautés rurales que moi j'étudie, on a des communautés très soudées, très solidaires qui vont se cotiser pour pouvoir embellir leur lieu de culte. Et soit ces communautés donc, ou soit les monastères, hein, qui sont aussi le fer de lance de cette nouvelle iconographie. Donc oui, il y a des... Moi, en fait, la grande question, effectivement, c'est quels sont les acteurs de cette modification sémantique, en fait. Qui va effacer ça pour moi, la grande tendance, c'est avant tout, et la thèse le confirmera, mais c'est avant tout l'arabisation qui entre en jeu, en fait. La confrontation avec un monde aniconique dans un monde surchargé d'images. Et c'est quand même une partie de l'Orient qui va être séparée politiquement, administrativement, pendant 1 à 2 siècles, pendant plusieurs siècles d'ailleurs, au reste dans l'Empire. Donc qui va s'imprégner de conception aniconique. Mais à côté de ça, oui, il y a aussi les problématiques théologiques. Bon, ça, c'est vraiment... J'interviens sur ce point parce que sur ce point précis, je ne vais pas revenir justement pour rebondir. Mais vous dites, l'arrivée de l'islam, du monde arabe plutôt, l'arabisation qui va transformer un monde aniconique, qui va transformer la situation. Mais il y a eu un précédent très célèbre. Alors, je ne me souviens plus exactement de la dynastie, je crois que c'est Akhénaton, culte du soleil, culte solaire, qui était très éphémère dans les dynasties pharaoniques pré-ptolémaïques, et qui a été ensuite buriné. Toutes les représentations étaient burinées bien avant l'arrivée de l'islam. Et donc,
cet événement peut avoir d'autres causes que probablement, puisque il y en a d'autres sûrement. En Asie, en Extrême-Orient, on burine aussi pour éteindre la gloire des, des rois ou des empereurs précédents ou des généraux ou autres. Euh, et, euh, et il y a donc des phénomènes de prosélytisme, des contextes religieux qui se transforment avec drame, etc. Mais il y a aussi peut-être des choses qui arrivent périodiquement, ça et là, c'est ça qui est envisagé aussi, à mon avis. Quoi. Bah oui, oui, tout à fait, mais il y a aussi la pression du pouvoir impérial, en fait, qui va essayer de justifier ces défaites successives à travers ce trop-plein d'images, et donc qui va promouvoir la destruction de ces images. Il y a aussi ça à prendre en compte, effectivement. Mais ouais. Voilà. Merci. Bah, du coup, je rebondis sur ce que tu m'as répondu. Oui, parce que vous m'avez répondu. Est-ce qu'il y aurait une séparation du coup, entre lieu de culte, représentation des martyrs, peut-être fondée collectivement, et propriété, c'est les latifundiaires, c'est ça? Oui. Ouais. Parce que dans les communautés rurales, je pense que l'expansion du schisme donatiste était beaucoup plus fort que dans les villes. Donc est-ce que vous avez remarqué une différence entre ruralité et ville comme Carthage à ce niveau-là, où les représentations des mosaïques sont situées? Je ne sais pas si ma question est claire. En fait, les représentations d'Afrique du Nord, moi je les étudie pas en soi. Enfin, c'est des représentations païennes. Donc c'était vraiment pour montrer une tradition antique que le christianisme va réinterpréter, etc. Donc je me suis perdu. Est-ce que tu peux juste répéter s'il y a une différence entre ruralité et urbanisme dans les représentations des mosaïques, notamment au niveau des martyrs? En tout cas, en milieu, oui, en milieu privé. Parfois aussi dans les églises, effectivement, on n'a pas ce monde de la communauté villageoise qui est représenté. Là, c'est vraiment des choses qui sont ancrées dans une réalité territoriale. L'arrière-pays va représenter sa vie du quotidien. Dans les églises, je vais plutôt parler d'Apamée, d'Antioche, etc., des grandes villes, on aura des choses soit beaucoup plus abstraites, donc des décors géométriques, soit beaucoup plus explicites sur les murs, tout de suite des grandes icônes ou des bustes d'évêques, voilà, représentés. Il y a moins l'aspect communautaire qui... Au niveau des martyrs, je sais que les martyrs c'est quand même quelque chose qui a été très lié à la campagne. Enfin, je sais oui, pas si oui, alors le culte des martyrs est très important dans la campagne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Comment? Les circoncélions. Non. En latin, c'est-à-dire ceux qui rôdent autour des greniers. D'accord. Et ils voulaient se sacrifier, ils allaient sur les routes et ils se déclaraient comme... ils déclaraient plutôt que de dire la bourse ou la vie, ils disaient soit tu me prends la vie, soit je vais te demander ta bourse. Mais d'abord, je préférerais que tu me prennes ma vie. C'est des nihilistes, c'est les ancêtres des nihilistes. Oui, voilà, ils veulent se mettre en avant comme étant ceux qui souffrent et c'était très lié aux campagnes. Il y a une réappropriation aussi de la richesse des grands propriétaires romains. Il y a ça, mais il y a aussi l'aspect il faut combler un vide quand même, parce que on passe d'un culte polythéiste avec des différents dieux, enfin tout un panthéon de dieux, et à une figure unique. Donc c'est quand même un choc pour... Alors, justement, je rebondis parce que vous parlez de monothéisme, qui arrive par rapport à avant un polythéisme, mais justement le schisme, à quelle date exacte le schisme entre l'Église catholique romaine, apostolique romaine et l'Église orthodoxe? C'est 452. C'est ça, c'est donc la période que vous étudiez aussi. Ouais. Parce que vous avez parlé de l'Église à trois nefs, à un moment vous l'avez montré. Or, les trois nefs représentent la Trinité d'origine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ça a été refusé, et y compris dans l'architecture, ce qu'analysait Alain Testard dans son livre posthume sur
les figurations paléolithiques, les sites pariétaux, à partir d'une analyse faite de l'architecture romane. Et c'est cette trilogie Père, Saint-Esprit et Christ, enfin Fils, qui est refusée par l'Église orthodoxe en particulier, et qui est confortée encore plus, augmentée par le culte de la Vierge Marie, ce qui est pour eux une sorte de polythéisme qui est refusé. Enfin, c'est une des raisons du grand schisme entre les deux. Donc, le monothéisme n'est pas si monolithique que ça, n'est pas la surface n'est pas si lisse. Effectivement, ouais, il y a une progression. Après, ces églises à 3 nefs sont pas la... Enfin, on voit aussi des églises à 1 nef, à 2 nefs. Oui, à la même époque, ouais. À 2 nefs, voire à 4, voire à 5 même. Donc voilà, il y a tout un tas de variantes, mais ouais, voilà. Oui, bonjour, donc Elena Landman, étudiante en M1 d'ethnologie. Pardon. Donc merci pour votre présentation. Moi j'avais une question concernant la thèse de Yates. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce livre-là, sur l'art de la mémoire. Non. Pas du tout. C'est un livre assez important qui parle à la base des palais de mémoire grecs. Donc cet art de mémoriser sur un plan presque architectural, en imaginant en fait des palais de mémoire. Et Yates montre que cette façon-là de mémoriser s'est transmise, notamment à travers l'imagerie, au Moyen-Âge, chez les Romains et ensuite au Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Ça, c'est plutôt du côté occidental, du coup. Et j'aurais aimé savoir si par hasard ça vous faisait des échos pour le côté byzantin, puisque vous avez beaucoup parlé de la mémoire en soi, mais plutôt sur un plan historique, mais vous avez beaucoup parlé aussi de la composition de ces mosaïques-là. Mmh. Et c'est exactement sur le point de la composition que Yates montrait que l'art de la mémoire s'était répercuté de ce côté-là. Je ne sais pas si ça vous fait des échos. Si, d'autant plus qu'on a une... Pardon. Je finis. On a des compositions très standardisées, en fait. Mm. Donc on a vraiment une redite constante qui... Mais est-ce que cette... alors peut-être pas iconoclasme, mais la transition dont vous parlez par rapport aux représentations, est-ce que ça ne revient pas aussi à une rupture sur le plan du médium de la mémoire, en fait? C'est ça un peu ma question, parce que quand on a l'art de la mémoire un peu spatialement visible dans l'imagerie, c'est ça aussi l'enseignement dont vous parliez, mais quand on refuse en fait la représentation, je me demande si ça revient à une rupture dans le médium de la mémoire qui est utilisé et qui serait du coup valable uniquement pour le côté byzantin. Certainement, en tout cas, j'ai jamais traité la question par ce biais-là. Oui, une perte des mémoires. En tout cas, moi je le vois comme un retournement sémantique. Donc c'est et de médium peut-être. Ouais. C'est ça, en fait, aussi, oui, évidemment. On passe à autre chose. Mais en tout cas, l'œuvre que vous avez citée là m'intéresse beaucoup. Donc je donnerai la référence exacte, mais c'est Yates, je sais plus, Francis Yates. Ah, vous me la donnerez après. Oui. Merci. Bonjour, Pauline Pépin, en Bonjour. Master 1 d'ethnologie et en DU d'études persanes. C'était pas tellement... Merci pour votre intervention. C'était pas tellement une question que j'avais, mais c'était pour revenir sur la politique d'arabisation des Omeyyades. Parce que c'est vrai que la représentation figurative est plutôt, comme vous l'avez dit, disons bannie, condamnée. Mais pourtant, j'ai l'exemple je ne sais pas si ça vous parle, le palais d'Hicham ou Khirbat el-Mafjar, qui se trouve à Jéricho, où ils ont repris la figuration, notamment d'inspiration sassanide, et qu'on retrouvait vraiment dans ce palais-là, en fait. Ouais, donc oui, on a une grande tendance, en fait, mais
c'est pas quelque chose de systématique. En fait, on a un rejet aniconique, on a un rejet iconoclaste, soit de la part des musulmans ou des chrétiens, mais on a aussi une expérimentation du côté musulman, en fait, de ces figures, parce que c'est une religion toute neuve, et comme il y a eu une phase d'expérimentation pour constituer le discours chrétien en image, les musulmans vont essayer aussi plusieurs choses. Et d'ailleurs, l'édit du calife Yazid, qui sonne un peu... enfin, le début de la guerre aux images, en fait, du côté musulman, arrive assez tardivement, en 721. La conquête, elle commence en 630-32, et... Les Omeyyades vont se replier sur l'Espagne, vont conquérir l'Espagne avec l'aide des Maures, les Almoravides. Est-ce que, à partir du 8e, parce qu'en Espagne, on retrouve dans les califats de Cordoue, etc., on retrouve de la mosaïque. Il y en avait. Oui, mais c'est beaucoup plus tard, ça. C'est une résurgence? Ben, certainement, oui. En tout cas, il y a un calife abbasside. Après les Omeyyades, il y a un calife abbasside qui marque une rupture aussi avec le calife omeyyade, quand même. Un rigorisme. Serait-ce que les Omeyyades auraient été plus tolérants? Oui, pour des raisons très concrètes. Hein. C'est que c'était encore l'art du tribut, en fait. Il y avait des clans et il fallait stabiliser tout ça. Il n'y avait pas encore une grosse administration en place. Et là, il y avait un territoire fraîchement conquis. On ne pouvait pas se permettre de mener une guerre frontale aux images comme les Abbassides ont pu la mener, quoi. On a encore le temps pour une dernière question, sinon on perd la réservation à la taverne. Mais, sachant qu'on peut continuer la discussion très riche aussi au bar. Si on n'a pas, je voudrais... Oui, non, mais une question, sachant que peut être culturelle. Encore... Non, il n'y en a pas. Pas de volontaire. Alors, je laisse... Chers collègues. Alors, j'ai un certain nombre de questions. Alors, on n'est pas obligé d'être très long dans les réponses parce que c'est des questions très pragmatiques et très triviales, même très naïves aussi. Vous avez parlé d'ailleurs, une de première, de crise iconoclaste. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est intuitivement ou dans mes lectures passées un peu, mais voilà, préciser, ce serait bien. Première chose. Deuxième chose, vous avez parlé au début de votre magnifique exposé, très intéressant pour moi. Vous avez parlé notamment de la définition proposée par Jorn, ou je ne sais pas comment on l'appelle, Jorn. Asger Jorn. Oui, c'est ça. Le prénom m'avait échappé. Alors, à propos de style, qu'est-ce qu'un style, etc. Alors, ça me fait penser, parce que ce sera intéressant pour vous, à mon avis, là, de vous pencher sur ce qu'a proposé André Leroy-Gourand dans Le geste et la parole, 62 chez Albin Michel, dans le volume 1, La mémoire et les rythmes, c'est ça? C'est celui-là? Il me semble. En tout cas, dans le volume 1, et à propos de style ethnique, où il a une définition extraordinairement qui vous intéressera, de musicalité, de rythme, qui marque, au-delà du rythme musical qu'on peut imaginer, qui marque, ce qu'il appelle le style ethnique, marque véritablement, caractérise une civilisation, une culture, une société à une époque, évidemment. Donc ça pourrait vous enrichir. Et en plus, c'est un archéologue. Donc, et puis, concernant les représentations que vous avez montrées tout au long, alors moi, j'y vois bien sûr des scènes de martyrs, des scènes divines, des allégories, de l'onérisme, etc., mais des scènes religieuses, en quelque sorte symboliques, mais aussi beaucoup de scènes rurales, beaucoup de scènes de la vie réelle. Donc vous avez montré un commerçant au moment un boucher. Il y a d'autres scènes, il y a donc les scènes de travail avec le grain, le moulin, la noria, etc. Oui, l'huile d'olive, le vin, on imagine. Bon. Or, le vin, par exemple, qui est très présent dans beaucoup des figures que vous avez montrées, sous la forme de grappes de raisin ou de je sais pas, c'est quand même un peu l'affaire des riches, puisque en Occident, les aristocrates avaient des métiers interdits pour la plupart, sauf métiers d'armes évidemment. Sinon, ils avaient le droit à devenir pirates, enfin armateurs, paysans, ils avaient le droit encore, c'était pas sale pour eux, et souffleurs de verre évidemment pour le remplir. Le vin est associé en général à la classe la plus aisée, et y compris d'ailleurs les monastères, etc. Alors moi j'y vois, justement pour en arriver à la représentation, mes questions posent sur ça. Vous avez parlé d'un rôle eschatologique de ces images, un rôle mémoriel que je traduis comme ça,
un rôle esthétique aussi que vous n'avez pas mentionné dans cette définition double, mais qui était évident tout au long, évidemment. Et moi, je pose la question. Alors, en ce qui concerne la démonstration, le fait, la présence de scènes de la vie quotidienne, mais certaines scènes et pas toutes, des scènes qui en fait servent plutôt les riches qui bénéficient du produit final, dans un sens à la fois peut-être de transmission. Il y a un aspect de transmission qui n'est pas dans la définition des images. C'est aussi des BD, c'est aussi à mon avis, c'est aussi des formes de transmission mémorielle pour les générations qui vont venir, d'évocation, de célébration du passé probablement. Mais nous sommes dans une comment dirais-je, les riches ont besoin de propicier, les gens ont besoin de propicier les récoltes futures, de les rendre favorables, de rendre favorable le sort, de propicier le sort, etc. Alors n'est-ce pas aussi une espèce de vœu, de représentation idéale de ce que devrait être une vie agréable, heureuse, c'est-à-dire avec des choses qui se font, et on a des beaux produits de la terre qui sortent sans qu'il y ait de drame, je sais pas moi, de sécheresse ou d'autres sociétés, des sauterelles qui tombent sur la production. Mais il y a aussi un aspect évidemment plus propitiatoire. Alors, on est essentiellement dans ce qui va devenir l'Église chrétienne orthodoxe. Oui. Plus tard, évidemment. Et l'Église chrétienne orthodoxe est caractérisée notamment, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, mais par l'icône. Je le sais, j'en ai vendu, fait par un Égyptien quand j'étais jeune. Il n'y a pas de saut métier, des fausses évidemment. Alors, les icônes, telles que vous imaginez, ce sont des représentations qui ont valeur d'original et qui ont une valeur évidemment sacrée. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir éventuellement le rôle iconique de vos icônes, de vos images, le rôle iconique véritablement, c'est-à-dire le rôle sacré. Est-ce que quand ils représentent un saint, un dieu, une divinité, une scène religieuse, est-ce qu'ils sont aussi sacrés qu'une croix ou un tabernacle sacralisé, enfin, ou est-ce que c'est juste une évocation? Parce que y a-t-il une dimension éminemment religieuse dans les images, dans un lieu éventuellement laïque comme les thermes, comme une maison d'habitation, une villa de riches, etc. Et donc, en découle de ceci la question portant sur l'aspect propitiatoire que j'ajouterais au augural, que j'ajouterais au rôle eschatologique et mémoriel pour ma part. En tout cas, je chercherais s'il existe une possibilité de cet ordre. Ouais. Car elle existe en général dans toutes les sociétés que j'ai pu connaître directement ou indirectement par mes lectures, plus contemporaines ou subactuelles, qui ont un mode de vie assez similaire, si vous voulez. Et la dernière question, c'était ça. Donc j'en reviens à la première pour boucler la boucle. Iconoclaste, donc, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que l'iconoclasme? Il y a plusieurs phases. Bon, la crise iconoclaste débute à Byzance, en fait. C'est quelque chose qui est d'une certaine manière orchestré par le pouvoir impérial. En 729, il y a un empereur qui va détruire la première icône sur la place publique. Donc voilà, qui va s'appuyer sur certains courants théologiques au sein de l'Église pour créer une opposition, en fait, et par là affirmer son pouvoir. Donc voilà, c'est une lutte, c'est quelque chose qui part aussi d'une lutte politique qui a été instrumentalisée politiquement. C'est très clair dans les textes. Après, à l'échelle locale, c'est employé différemment. Il n'y a pas forcément d'intention politique. Il y a des tendances qui sont des influences culturelles aussi. Ensuite, la question était très dense là. Le rôle, disons, pour résumer le rôle, y a-t-il un rôle propitiatoire? Oui, parce qu'on le retrouve durant l'Antiquité en fait. Il y a ça. La chose, c'est que ce rôle est un peu secondaire en fait dans ce discours-là. Il existe. Ça, c'est sûr pour les communautés villageoises qui vivent de cette récolte. Mais aussi de l'élevage, mais de cette récolte qui est notamment mise en valeur parce qu'elle répond aussi à l'esthétique de l'Eucharistie. Donc
de la Renaissance, de la fertilité, de la Renaissance de Jésus. Et donc ces rinceaux de vigne collent parfaitement à ce discours eucharistique et permet d'inclure des figures laborieuses, censées illustrer la vie des champs quotidiennes. Et bon, le vin, c'est quelque chose d'assez populaire en réalité à cette époque. Souvent on le mélangeait à l'eau d'ailleurs, ça coûte moins cher. Et en fait, on a un modèle social qui est complètement différent. Je vous parlais des latifundiums, ces grandes structures agricoles dirigées par des familles aristocrates en Afrique du Nord. Au Proche-Orient, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a des villages libres, de paysans libres, qui détiennent leurs terres et qui fonctionnent en coopérative. Et on en trouve partout, et ça structure véritablement le paysage rural de l'époque. Et ils vont alimenter les monastères, ils vont alimenter les grandes villes à travers cette production. Merci beaucoup. Je pense que